Bonjour à tous, pour ceux qui nous retrouvent, chose promise, chose due. Je vous avais dit qu'on se retrouvait dans un instant pour parler de croissance inclusive. On a ce matin parlé de la place des minorités, des femmes, de manière plus générale dans la société. On a parlé avant la pause de la confiance. Comment est-ce qu'on peut créer cette société de la confiance dans un monde dans lequel il y a aujourd'hui tant de défiance, et on va maintenant parler donc de croissance inclusive. Comment faire pour que toutes celles et ceux qui travaillent ou qui ne travaillent pas encore puissent toucher les fruits de la croissance. Comment faire pour que l'intelligence collective du plus grand nombre soit mise à disposition de cette croissance pour construire ensemble une société la plus prospère possible. C'est l'objet de ce débat. On pourra d'ailleurs aussi interroger l'existence même de la possibilité de cette croissance inclusive. Bref, vous voyez qu'on va avoir pendant 1h30 de très nombreux débats, et ça tombe bien parce que je suis extrêmement bien entouré en cette fin de journée. Je pense qu'on va avoir une conversation intelligente, agréable et j'espère inclusive. Alors autour de moi, j'ai d'abord Renata Spada, vous êtes directrice du programme 50-50 d'Engie, mais surtout vous êtes depuis le 1er octobre directrice de la diversité, de l'inclusion et de l'acquisition des talents du groupe. Et le titre est tellement impressionnant que j'en perds mon latin, du groupe Engie. Avec nous à distance, nous avons également Saïd Hamouche qui est président de la fondation Mosaïque. Alors il nous rejoindra dans quelques instants à distance et participera au débat dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres intervenants, j'en suis sûr. Avec nous également aujourd'hui Beltrande Bakoula, vous êtes directrice associée politique publique de BVA Nudge Unit. Alors vous nous expliquerez ce que c'est que le nudge, parce que c'est peut-être pas encore très clair pour tout le monde, mais je suis sûr qu'à l'issue de cette journée, on sera tous incollables. Avec nous également Madame la députée Émilie Cariou, vous êtes députée de la Meuse et membre de la commission des finances. J'ai bon ? Tout bon. Tout bon ? Super. Et puis on a aussi l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Chiara Corazza, vous êtes représentante spéciale G20, G7 du Women's Forum. C'est bon aussi ? Parfait. Très bien. Et puis Françoise de Rolez, vous êtes directrice associée de Grant Alexander Executive Interim, vice-présidente de Two Gap, présidente du Paris Chapter de PWN. Parfait. Bon, vous voyez, je m'améliore. Plus la journée avance, moins je me trompe dans les intitulés des titres. J'espère que Saïd Hamouche dira que je ne me suis pas également trop trompé en ce qui le concerne. Alors, vous le savez, toutes et tous, vous avez la possibilité de poser des questions à nos intervenantes et à notre intervenant directement sur le site internet des rencontres du développement durable. Vous l'avez vu depuis ce matin, on a eu plein de questions et bien souvent, les questions les plus intéressantes sont venues d'Internet, de vous qui êtes derrière votre écran. Donc n'hésitez pas à poser des questions et moi je me ferai un plaisir de les relayer à nos intervenantes et à notre intervenant. Restez avec nous donc, je vous propose de commencer par notre première partie qui concerne l'état des lieux. Au fond, où est-ce qu'on en est en matière d'inclusivité en France, en Europe et puis d'une manière générale dans le monde. Il ne faut pas s'interdire de faire des comparaisons internationales, je pense que c'est même pertinent, ça permet de renforcer le débat. Où est-ce qu'on en est en matière d'inclusion et surtout, est-ce qu'on sait mettre nos talents, notre diversité au service de la performance de notre économie, de la performance des entreprises. C'est un débat qui n'est pas évident. Alors peut-être en matière d'égalité femmes-hommes, de participation des femmes au marché du travail, j'ai envie de commencer en me tournant vers Madame Chiara Corazza. Vous, quel constat vous faites aujourd'hui de l'état de la société française en matière d'inclusion ? Bonjour à tous, bonsoir à tous, si on n'est pas tous en France. Mais tout d'abord, je suis vraiment très heureuse d'être là parce que je pense qu'on est dans un moment vraiment historique et parler d'inclusion du monde de demain de façon vraiment où tout le monde a sa place est le bon moment. Vous avez tous vu les dégâts qu'ont fait cette triple crise économique, sociale et bien entendu sanitaire, et on est à un tournant. Est-ce qu'on veut progresser ou est-ce qu'on veut revenir au Moyen-Âge ? Vous avez vu que c'est très facile. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Il a suffi d'un rien. En un mois, on revient dans l'obscurantisme. Donc nous avons une responsabilité collective. C'est un moment vraiment important. On sait qu'on ne peut pas refaire le monde d'avant. On sait que ce monde se transforme à une vitesse incroyable. 85% des emplois de demain, ni vous, ni moi, ni personne autour de cette table les connaît. Il faut les inventer, il faut les préparer. Et en tout cela, où sont les femmes ? Alors, un chiffre très simple. Actuellement, c'est-à-dire
actuellement dans le moment de la crise, mais c'est exactement le même chiffre avant. Les femmes contribuent à 34% de la création du PIB mondial, je dis bien mondial, et alors qu'elles représentent plus de 52% de la force de travail officielle, sans parler de toutes celles qui travaillent, bien entendu, de façon non paid et non visible, mais qui, bien entendu, sont sur le terrain. Donc, on a un vrai problème, mais le vrai problème est où sont les femmes là où on transforme le monde. Moi, je me permets, puisqu'il y a plein d'écoles qui sont là, et plein d'écoles que j'aime beaucoup, et plein de jeunes qui sont là, d'attirer votre attention sur une chose. Vous avez tous envie de transformer le monde. Vous avez tous envie, et Dieu sait s'il y a des jeunes qui sont extrêmement engagés pour la transition écologique. Mais si vous n'avez pas des compétences dans l'énergie, je parle sous le contrôle d'Engie, si vous n'avez pas des compétences d'ingénieur, si vous n'avez pas des compétences mathématiques, au moment de prendre des décisions et de faire un pont, on le demandera toujours à celui qui a la compétence, donc les hommes. Parce que les chiffres sont accablants. On a moins de 20% de femmes ingénieurs dans le monde. Vous me parliez de la France un tout petit peu mieux, c'est 22%. Mais la France est un pays d'ingénieurs. La France est un pays d'excellence en ingénierie. Je me suis occupée d'attractivité pendant 20 ans de la France. Qu'est-ce qu'on vendait à l'étranger? La qualité de nos ingénieurs. Pourquoi on attire autant de centres de recherche en France? Parce qu'on a des ingénieurs hors pair. Et quand la France sera aussi un pays d'ingénieuses, je ne sais pas si c'est un neologisme ou si c'est quelque chose qui tient la route, on verra bien l'importance. Mais ce n'est pas une question de chiffres, d'attractivité et autres. C'est une question de performance économique. Vous avez des chiffres accablants que je ne vais pas raconter à tout le monde parce que je n'aime pas le côté négatif, je vais le côté positif. On sait que si on avait une égalité de genre parfaite, on aurait 28 trilliards de dollars qui s'ajouteraient au PIB mondial. On en a vraiment besoin. On ne parle pas de cacahuètes, on parle de chiffres importants. Et on sait que toutes les entreprises où il y a des femmes qui font partie de la diversité et des conseils d'administration et de la gouvernance au sens large ont des performances meilleures. Alors, puisqu'on est en train de redistribuer ces gâteaux, imaginons quelque chose de différent. Imaginons une recovery. Notez bien ces termes, ce n'est pas un slogan. Recovery veut dire tout simplement que tout le monde, hommes et femmes ensemble, participe à la recovery. Ça ne veut pas dire de demander des financements supplémentaires, ça ne veut pas dire qu'on mendie pour avoir une partie du gâteau. Ça veut dire qu'il y a un gâteau et que dans ces gâteaux, vous mettez la vanille, moi je mets le chocolat, et qu'à la fin, ce gâteau sera meilleur pour tous. On ne le répartit pas, on le crée ensemble. Donc, on imagine le monde de demain. Donc, la recovery veut dire les femmes aux tables de négociation, les femmes au cœur de l'économie, du progrès social, du progrès économique, du progrès scientifique. On a 18 femmes prix Nobel dans les matières scientifiques sur 630 depuis l'origine. Voilà, c'est juste ça, l'état des lieux. Là, c'est le moment de tout changer. Donc, je ne veux pas monopoliser, mais c'est le moment de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on redistribue tous ces plans de relance, comment on redistribue cette masse énorme d'argent. On n'a jamais eu autant d'argent à disposition, y compris les annonces faites à Génération Égalité, où parmi plusieurs d'entre nous étaient, on parle de 40 milliards de dollars. Ben, essayons de faire en sorte que tout le monde en profite. Pas qu'une petite partie de la population, mais que tout le monde, au bénéfice de tous. Donc, pas hommes contre femmes, mais recovery. Écoutez, c'est parfait, Chiara Corazza. Vous venez de nous faire une introduction de grand luxe. J'ai presque plus rien à dire. Sinon, enchaîner. Il y a un aspect qui est majeur dans la croissance économique telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est la financiarisation du système de production à partir des années 1980, avec l'idée que c'est ce qui va permettre d'augmenter les rendements, d'augmenter la productivité des entreprises, d'accélérer les changements. Et donc, cette dynamique économique, elle marche forcée pour créer de la production. Elle a permis, certes, des avancées, mais elle a aussi créé des difficultés au sein du tissu industriel, du tissu économique. Et donc, moi, j'ai envie de me tourner vers Madame la députée Émilie Cariou pour vous demander, au fond, est-ce que vous pensez que la financiarisation de l'économie a participé à cet accroissement des inégalités ? Alors, vous avez bien décrit ce qui s'est passé ces 40 dernières années. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle industriel assez classique à une économie qui petit à petit est allée vers cette financiarisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a poussé les modèles de production à l'extérieur de l'Europe, les outils de production à l'extérieur de l'Europe, et qu'en Europe, et notamment en France, on a appliqué un modèle qui était fortement poussé par la Grande-Bretagne à l'époque. On a tout misé sur les services
et sur la finance. Alors ça a créé beaucoup de richesses. Ça a créé beaucoup de richesses, mais en fait, c'est une richesse qui n'a pas du tout été inclusive, en l'occurrence, qui a été très inégalitaire. C'est-à-dire qu'on a accru les inégalités. Alors chez nous, en Europe, ça a provoqué, et notamment en France, ça a provoqué du chômage de masse. Du chômage de masse qui date de ces années-là, mais on en a encore aujourd'hui le résultat. Et moi, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, 3 ans de ça, on était en plein dans le mouvement des Gilets jaunes. Moi, quand je vais voir les personnes en colère, très en colère même, et quasiment en révolte, on a des travailleurs très précarisés, des gens en CDD, des gens qui ne décollent pas du SMIC tout au long de leur vie, ce qui est quand même proprement scandaleux, si vous voulez. On est dans un pays où il n'y a plus de progressivité salariale. Et donc, chômage, précarisation de l'emploi, assouplissement du contrat de travail qui fait que vous mettez sans cesse sous tension les mêmes catégories, parce qu'il est beaucoup plus facile d'aller se recycler dans n'importe quelle entreprise quand on est cadre que quand on n'est pas diplômé, quand on est ouvrier. C'est très difficile d'avoir cette mobilité du travail. Ça a été dû notamment au fait que déjà la production elle est allée se localiser ailleurs, qu'on a gardé chez nous des entreprises, le cœur de la finance, et qu'au final, vous créez de la précarité dans votre propre pays. Et vous n'améliorez pas forcément les conditions sociales des pays dans lesquels vous faites la production. Parce qu'à un moment donné, on nous a vendu ce modèle-là en disant, mais regardez, ça va être le grand développement mondial, on va spécialiser les tâches, et finalement, les pays en voie de développement, ils vont en profiter parce qu'on va apporter aussi de la croissance dans ces pays-là. Or, regardez les conditions de travail des travailleurs en Chine, je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment enviable. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que notre système économique et notre système fiscal, vous savez, moi je suis fiscaliste, spécialiste en fiscalité internationale, il a poussé à ça. Parce que tout a été fait pour aller localiser la production industrielle dans les pays à bas coûts sociaux, mais aussi à bas coûts fiscaux, avec des mécaniques de remontée de l'enrichissement via des remontées de dividendes, en gros, dans nos centres d'affaires, chez nous, en Europe. Mais ces remontées-là, déjà, sont complètement exonérées d'impôts, ce qui est proprement scandaleux. Donc, vous avez là des gens qui récupèrent des profits, des énormes profits, de manière entièrement défiscalisée. Or, la fiscalité, c'est un outil de redistribution. Pour moi, en tous les cas, c'est un outil, et l'impôt est très décrié, y compris par la majorité actuelle en France. On a l'impression que l'impôt, c'est ce qu'il faut éliminer à tout prix. Mais c'est un outil de politique inclusive parce que l'impôt, c'est aussi l'outil de la redistribution. C'est l'outil de financement, certes, des services publics, mais c'est l'outil aussi de l'égalité, en tous les cas, mettre en place les conditions d'une égalité des chances dans les pays. Financement de l'enseignement en premier lieu, en tout premier lieu. Avoir tous l'égalité des chances, c'est commencer d'abord par avoir un système d'enseignement qui soit performant, qui fasse en sorte qu'on vous arrache aussi à votre condition sociale à un moment donné, ce que la France a su faire à une époque, ce qu'aujourd'hui, elle ne fait plus. Donc, ce système de financiarisation de l'économie, donc on supprime de l'emploi en masse dans nos États sans se demander ce qu'on va faire de ces gens qui sont là. Alors certes, les ouvriers, on les a mis en chômage à l'époque ou en retraite, etc. Mais leurs enfants, est-ce qu'on est allé mettre en place les conditions de leur enseignement pour qu'ils accèdent aux nouveaux métiers ? Je ne dis pas qu'il faut remettre les industries d'antan. On ne va pas repartir au 19e siècle, comme vous le disiez. C'est pas ça. C'est préparer aussi les populations, aller vers les nouveaux métiers. Mais ça veut dire mettre le paquet sur une politique inclusive, c'est-à-dire aller lutter contre les déterminismes dans notre pays, ce qui n'a pas été fait. La financiarisation, ce néolibéralisme qui est souvent décrié, a été fait à marche forcée, en oubliant le sort des populations qu'on soumettait aux effets de ce néolibéralisme. C'est très clair. En tout cas, vous avez une parole qui est engagée, une parole politique, et je pense que de nombreux internautes auront peut-être envie de réagir, de poser des questions et d'ouvrir le débat. Je retiens aussi de votre intervention que les entreprises sont un lieu majeur dans cette gestion des inégalités. Et donc, je me tourne naturellement vers Renata Spada, qui est donc, je le disais tout à l'heure, directrice de la diversité, de l'inclusion, de l'acquisition des talents du groupe Engie. Alors, il y a bien sûr des questions de diversité, d'égalité femmes-hommes, d'inclusion des minorités pour aller chercher tous les talents.
Mais au-delà, il y a les questions de promotion interne dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut faire marcher l'ascenseur social, en tout cas l'échelle des talents à l'intérieur du groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation des entreprises, disons en France et en Europe? Bon, merci pour cette question. C'est vraiment une question importante. Mais avant tout, il faut la volonté des dirigeants pour le faire. Et donc, chez Engie, il y a une chose qui nous a beaucoup aidé à faire entrer cette diversité dans les groupes, qui n'est pas suffisante. Je vous dis pourquoi. La diversité en tant que telle, c'est très bien, mais il faut aussi travailler l'inclusion. Et là, il faut réorganiser toute l'entreprise. Et donc, chez nous, une chose qui nous a beaucoup aidé, c'est le fait que notre conseil d'administration a approuvé un indicateur extra-financier pour les groupes du premier rang, qui s'est justement arrivé à la parité femmes-hommes d'ici 2030. Cela nous a vraiment impulsionné, cela nous a donné les moyens aussi pour créer un programme que nous avons appelé 50-50. C'est un programme pour arriver justement à la parité femmes-hommes, mais qui ouvre les débats pour toutes sortes de diversités dans les groupes. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous mettons en place pour les femmes favorise les minorités, puisque les femmes ne sont pas une minorité, hein, on est bien d'accord. Ça fait partie de la diversité parce que dans les entreprises, il y en a encore très peu de femmes. Mais c'est la moitié de la population. Donc, ce qu'on peut faire pour les femmes, ça va aussi favoriser l'inclusion de toutes sortes de minorités. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, nous avons impliqué nos dirigeants. Donc, ils sont dans la front line, dans la ligne des devants, je ne sais pas comment dire ça en français, dans la front line, pour porter les sujets dans tous les niveaux de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on a commencé? Nous avons commencé par des programmes de sensibilisation dans tous les niveaux hiérarchiques. Donc, nous avons fait des masterclass pour parler de la diversité, l'inclusion et l'égalité professionnelle. Parce que les gens pensent comprendre les définitions, les concepts, mais ce n'est pas si évident. Donc, c'était simplement d'abord parler du sujet et faire émerger la discussion, faire émerger aussi tout l'état d'âme, parce que, bien sûr, c'est un thème qui provoque beaucoup d'émotions dans tout le monde, dans les femmes comme dans les hommes. Et bien sûr, toutes sortes des populations dans l'entreprise. Donc, nous avons d'abord émergé les débats, parce que si on ne parle pas, on ne peut pas traiter. Et après, nous avons investi beaucoup et massivement dans l'éducation. Nous avons créé un programme e-learn, qui est pour tous les employés du groupe, 170 000 personnes, qui aujourd'hui peuvent se former en diversité, inclusion et égalité. Donc, après, nous avons aussi créé des formations pour les dirigeants, pour les managers, pour les femmes et les hommes, des programmes spécifiques pour les femmes, mais aussi un programme spécifique pour les hommes, parce qu'eux, ils sont aussi au milieu de cette transformation. C'est vraiment une transformation culturelle pour l'entreprise et Engie et les entreprises ne peuvent pas faire seules. C'est très important, ce travail de coordination avec la société civile, avec les gouvernements, parce que les gouvernements, à travers les lois, nous aident, parce qu'ils mettent la pression. C'est comme ça que nous avons, par exemple, chez Engie, l'index pour l'égalité salariale a été déployé dans le monde entier dès la première année. C'était, je pense, la première grande entreprise à faire ça. Et cela a poussé d'autres grands groupes à faire pareil. Et ce qu'on fait pour la France, parce que nous sommes une entreprise française, nous avons la chance d'avoir une loi qui nous aide, nous pouvons, comme une entreprise internationale, propager ça dans le monde entier. Donc voilà, les rôles des entreprises, c'est crucial. Je pense que les grands groupes doivent prendre sa responsabilité dans ces changements. Et Engie est là pour le faire. C'est très clair et on va avoir aujourd'hui l'opportunité de poursuivre ce débat sur ces questions. Vous vouliez réagir, Bertrand? Oui, je voulais juste réagir sur un point, parce que c'est vrai que quand on regarde les données d'opinion, il y a notamment un sondage qui est paru en mai
2021 par Opinionway sur justement la société inclusive. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a seulement 52% des Français qui considèrent que la société française est inclusive. Et il y a aussi une question qui se pose autour de cette définition d'inclusivité. On se rend compte qu'il y a beaucoup de Français qui ne maîtrisent pas nécessairement en fait ce vocable. Et puis aussi, surtout, on se rend compte quand on les interroge qu'il y a une très forte attente des entreprises, enfin des Français envers les entreprises pour réussir l'inclusivité de la société, puisqu'il y a quand même 49% d'entre eux qui considèrent que par ailleurs, les entreprises ne s'investissent pas suffisamment dans cette problématique. Donc il y a vraiment à la fois une demande et qui a été renforcée aussi, on voit, ça c'est aussi l'impact de la loi Pacte de 2019 qui transforme aussi le rôle de l'entreprise et qui leur donne un rôle plus important pour la transformation positive de la société, et ça répond aussi à une vraie attente des concitoyens. Et en même temps, il y a aussi cette nécessité pour les entreprises, je pense, de montrer qu'elles agissent pour se transformer. Et parce qu'effectivement, des initiatives comme Engie, comme la vôtre, je pense qu'elles sont assez essentielles en fait en termes d'exemplarité pour ouvrir la voie à d'autres entreprises et aussi montrer à l'ensemble de nos concitoyens qu'il y a des choses qui se passent pour faire en sorte que la société soit plus inclusive au quotidien. C'est très clair, effectivement. Si vous avez d'autres résultats d'études BVA ou de concurrents à nous faire partager, n'hésitez pas, je pense que ça nous permettra de poser des faits stylisés, en fait, d'éclairer avec des chiffres et des données les problèmes dont on parle. Mais au-delà des chiffres et des données, ce qui est intéressant, c'est aussi de se tourner vers les expériences personnelles. Excusez-moi, vous, Françoise de Rolès, vous êtes directrice associée chez Grant Extender Executive Interim. Donc vous avez l'occasion d'avoir une vision assez claire de l'évolution du marché du travail, des tensions en tout cas, et de l'évolution de la demande des entreprises aussi. Vous, aujourd'hui, quelle est votre vision du marché du travail, de la société française? Est-ce que c'est une société qui est très inclusive ou est-ce qu'au contraire, il y a encore des points d'attention? Et je pense qu'on est plutôt de ce côté-là. Oui, on est plutôt de ce côté-là. Hélas, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais les entreprises se mettent sur la voie, effectivement, de l'inclusivité, de la diversité, de l'inclusion, et c'est important. Et c'est important d'avoir des sociétés comme Engie qui sont leaders, qui sont des modèles, des rôles modèles, et qui ont des best practices que les entreprises moyennes ou plus petites peuvent répliquer. Nous, en tant que cabinet de recrutement, eh bien, on a un rôle d'influence et c'est ce qu'on fait auprès de nos clients. Moi, vous l'avez dit au départ, je suis aussi présidente du réseau Professional Women Network et je contacte effectivement un grand nombre d'entreprises pour porter cette voie et faire bouger les choses. Là, le moment après cette crise qui a duré pratiquement 3 ans, un peu plus de 2 ans, eh bien, les entreprises sont prêtes. Les dirigeants et tout un chacun a pris le recul nécessaire pour se dire on a une richesse intérieure dans notre pays, dans nos entreprises. Les femmes sont là à 52%, hein, vous l'avez dit. Eh bien, pourquoi aller ailleurs chercher la richesse? Donc, profitons de nos talents, faisons grandir nos collaborateurs au sein des entreprises et profitons de cette manne incroyable. Pourquoi la diversité? Parce qu'elle est source de performance, elle est source d'innovation, elle est source de compétitivité. Madame la députée le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées chercher la croissance et la rentabilité financière en dehors de nos frontières. Eh bien ça, c'est une pratique qui est dépassée. Les entreprises prennent vraiment conscience, et en tout cas, nous, on leur dit, il faut aller de l'avant et faire monter les talents, avoir des programmes comme ceux que vous avez décrits tout à l'heure pour avancer ensemble. C'est très clair. Alors on va aussi se tourner vers celui qui est avec nous à distance. Saïd Amouche, vous êtes président fondateur de la fondation Mosaïque. Vous pouvez peut-être déjà nous dire de manière générale quel est le rôle de votre fondation, comment est-ce qu'elle est engagée, et puis ensuite de manière générale, vous, quelle est votre vision en tant qu'acteur associatif au plus près du terrain des problèmes d'inclusion, de diversité, d'inégalité en France?
Alors, Saïd Hamouche est avec nous à distance. Vous pouvez mettre votre micro si vous ne l'avez pas ouvert. Alors, écoutez, on va continuer. Saïd Hamouche a visiblement des difficultés de connexion avec nous. On a fait un large panorama. Il aura l'occasion, bien sûr, de continuer son intervention s'il revient parmi nous. Je pense qu'au-delà évidemment de l'état de lieu qui est important et qui est partagé avec ce double constat, d'une part les questions de la place des femmes, des minorités, de la diversité globalement dans l'entreprise, il y a aussi la question des inégalités, du partage des fruits de la croissance avec des problèmes fiscaux que la députée a évoqués. Globalement, si on pose la question des causes du sujet, de son historique, si on essaye de donner un peu de profondeur au sujet, et je pense que c'est un élément, Chiara Corazza, que vous avez un peu évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il faut affirmer de manière très claire que l'inclusivité peut produire de la richesse. Oui, absolument. Mais si vous me permettez, je voudrais quand même revenir sur les propos qui ont été tenus, parce que moi, je ne suis pas française, mais je passe ma vie à sillonner la planète, même si la Covid, évidemment, a ralenti ma consommation de CO2. Je voudrais quand même qu'on se rende compte que la France est un grand pays. La France est un grand pays. On a des champions. Alors, Engie est un champion. Il est à côté depuis des années du Women's Forum. On fait beaucoup de choses ensemble. Mais vous avez des Schneider Electric. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, je fais l'ouverture du Women's Forum à Singapour. C'est le téléphone avec Jean-Pascal Tricoire, que sans attendre ni des lois, ni des choses, a mis en place dans le monde entier l'égalité salariale hommes et femmes. Et je ne parle pas de L'Oréal, que tout le monde connaît, ni de BNP, qui est extrêmement avancé, y compris sur la... Et Sodexo. Trouvez-moi un pays qui a autant de champions au monde de réflexion sur la parité des genres. Personne n'est parfait, mais on est vraiment exemplaire. Et je voudrais aussi, pardon, c'est pas une réponse à votre question, rappeler quand même que la France est championne au monde aussi dans le nombre de femmes dans les boards, dans la governance. On est passé de 11% avant la loi Copé-Zimmermann à 46%. Je peux vous dire que des pays comme le Canada, comme les États-Unis, nous envient, nous disent mais comment vous avez fait? Aidez-nous. Parce qu'on a vu la différence, que les décisions sont prises différemment. Et là, j'en parlais tout à l'heure avec Madame la députée, nous sommes très fiers parce que dans quelques jours, la France va être à nouveau championne du monde pour aider les entreprises à enrichir la diversité dans leur gouvernance. Nous allons être le premier pays au monde qui va avoir une loi très inclusive et très complète, pas simplement sur le nombre de femmes dans les COMEX et les CODIR, mais aussi comment partager les investissements différemment avec la PPI, comment créer l'environnement avec des crèches et les infrastructures nécessaires à permettre à cet équilibre vie du travail et autres. Donc la France est championne du monde. Donc moi, si vous voulez, je sais qu'on a plein de défauts et tout ça, mais tout de même, on fait rêver des populations dans le monde entier pour notre avance, mais plus que les pays nordiques. Par contre, nous, on se critique toujours. Et effectivement, par exemple, ce que je fais là, dans une semaine, pendant le G20 italien, j'organise un Women's Forum G20 où je mets en avant les champions mondiaux en gender equality. Et je me suis fait force d'inviter plein d'hommes, dont Jean-Pierre Clamadieu, qui sera là, bien entendu, parce qu'il est champion. C'est quand même l'unique femme qui est dans les CAC 40 en France, c'est une femme, et c'est Engie. Donc je dis, je mets en avant des champions des pays du G20, tous les pays qui peuvent voyager, pour dire, voilà, on peut y arriver, on peut faire avancer les choses, et on va faire signer un engagement à tous les CEO qui sont là en disant, bien sûr, on ne va pas leur demander 50 ou 5 ans, on demande des choses faisables, mais au moins, l'égalité des salaires, la même promotion, le fait que tout le monde ait les mêmes chances dans l'entreprise, qu'il y ait cette partie aussi d'accompagnement et formation, ça, c'est quelque chose qu'on peut exiger. Et la France a une légitimité, j'insiste, pour dire, c'est nous qui sommes les fers de lance, les pionniers pour donner l'exemple. Et on peut y arriver. Parce qu'après, on nous écoute, on nous suit. Pour revenir à la suite, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement important, et pardon de me répéter, mais il faut vraiment que ce soit dans l'éducation. Nous, par exemple, vous parlez des fiscalités. Ce qu'on demande dans cette recovery, je vous disais, pas un centime de plus, mais de flécher la fiscalité différemment. Et je donne un exemple qui peut intéresser les jeunes. Alors, je ne sais pas si on nous écoutera ou pas, mais ce qui est certain, c'est que c'est une mesure qui nous paraît essentielle. Vous avez vu que les décideurs du G7 Finance à Venise ont décidé une taxe de 15% sur le GAFAM. Très bien. On est pour, on est contre, elle est décidée. C'est 150 000 milliards par an. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Nous demandons que 3%, donc je veux dire même pas la moitié, 3%, c'est-à-dire 4,5 milliards par an, soit dédié à l'éducation STEM des filles dans le monde. Est-ce que ça vous paraît aberrant?
J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en pense l'auditoire. C'est quelque chose de bon sens, c'est faisable. Il faut juste qu'on décide dans les pays du G20 que cet argent va être utilisé pour faire le... Et c'est comme ça qu'on prépare le futur. Et puis l'autre chose que je trouve extrêmement importante, les pouvoirs publics tout seuls ne peuvent pas tout faire. Et les entreprises, même avec la meilleure volonté du monde, ne peuvent pas faire. Il faut qu'il y ait cette convergence, ce travail la main dans la main, c'est qu'on fait beaucoup au Women's Forum justement, c'est de faire en sorte que les grands groupes, parce qu'on ne peut pas tout faire, on travaille surtout avec les grands groupes, mais c'est des locomotives après pour entraîner aussi les autres entreprises et les pouvoirs publics, inventent ensemble les bonnes mesures à prendre. Je vous donne un autre exemple sur lequel nous sommes très heureux d'avoir abouti. Il y a 242 millions de femmes qui sont entrepreneuses dans le monde, c'est-à-dire un chiffre pas mal. Elles ont accès, tenez-vous bien, à moins de 1% des appels d'offres publics et privés. Un pays comme le Japon, il n'y a pas une seule entreprise portée par une femme qui accède à un seul appel d'offres public ou privé. Qu'est-ce qu'on fait? On se tourne les pouces? On attend? Ou on fait quelque chose? On essaie de faire en sorte qu'il y ait des lois qui favorisent le fait que les entreprises accélèrent la diversification de leur filière d'achat. Donc, on essaie de promouvoir quelque chose sans faire une discrimination positive qui est anticonstitutionnelle, mais faire en sorte que les femmes aient envie d'y aller à ces appels d'offres et qu'elles, évidemment, si elles font les propositions qui sont de la qualité et du prix aussi intéressants les uns que les autres, puissent gagner des appels d'offres et y être. Donc, ça, c'est des choses concrètes. Et c'est ça, ce public-privé ensemble, qui permettra qu'on y arrive. Mais il faut que les jeunes nous aident, parce qu'il faut créer cette dynamique derrière nous. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. J'ai vu, Émilie Cariou, que vous ne résistiez pas à l'idée de réagir sur les questions de fiscalité et l'impact de la fiscalité sur une forme de croissance inclusive. Non, mais au-delà de la fiscalité, on ne peut pas fonder uniquement le développement de notre économie, de la croissance en France, sur les grandes entreprises. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait essentiellement, et c'est ce qui fait qu'on a plus délocalisé d'industrie et d'emplois que d'autres voisins européens, qui ont misé sur leur tissu de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire. Donc oui, on a des champions en France, des champions mondiaux, on a beaucoup de champions mondiaux, nos multinationales, mais la notion de croissance inclusive, c'est pas simplement de savoir si les hommes et les femmes sont traités de la même manière, c'est de savoir si la croissance, les fruits de la croissance bénéficient à toute la population, à toutes les strates de la population. Or, ce n'est pas le cas. Je suis désolée de vous rappeler qu'on a 11 millions de précaires en France, quasiment 11 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc on ne peut pas se satisfaire d'un tel résultat, ce n'est pas possible. Oui, nous avons des champions qui sont des champions mondiaux, nous remportons des marchés dans le monde entier, y compris Engie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, puisque Engie est en cours de démantèlement aujourd'hui. Je ne sais pas ce que va devenir ce groupe. Ce que je vois, c'est que Engie va remporter des contrats mondiaux partout, des appels d'offres dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Aujourd'hui, ce groupe, déjà, la femme qui était à sa tête, elle s'en est fait dégager quand même d'une manière pas très courtoise. Et puis, aujourd'hui, je ne sais pas ce que va devenir ce groupe Engie. Donc, certes, nous avons des champions mondiaux. Ils sont très forts pour gagner des marchés publics partout dans le monde. Mais en France, on a 11 millions de précaires. Et on a un enseignement supérieur qui, aujourd'hui, est en grand danger. Je le dis. Évidemment, je ne suis pas là pour miner les ressources de la France. Moi, ça fait 25 ans que je gère des politiques publiques et que je travaille justement à plus d'égalité en France. On est dans un pays dont la devise, quand même, est liberté, égalité, fraternité. Donc il n'y a pas que l'aspect de liberté libérale. Il y a aussi l'égalité et la fraternité. J'aimerais bien qu'on travaille plus sur ce côté-là. Et donc il y a, évidemment, on peut parfaitement réorienter. Il faut miser sur l'enseignement, il faut miser, y compris sur les formations professionnelles, sur la recherche. Aujourd'hui, notre enseignement supérieur n'a pas assez de moyens. Je ne dis pas que c'est juste du service public qu'il faut développer. Peut-être qu'il y a plus de partenariats privés-publics, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir mettre le paquet dans les années qui viennent, parce que la France, sinon, elle ne se maintiendra plus au même niveau d'excellence qu'elle l'avait jusqu'à aujourd'hui. Et puis surtout, il faut faire en sorte que la croissance bénéficie à tout le monde. Alors, la composition des conseils d'administration, c'est important que les hommes et les femmes soient présents dans les conseils d'administration. Ça, j'en conviens, parce qu'effectivement, les femmes, elles ne prennent pas forcément les mêmes décisions que les hommes. Mais moi, je pense que déjà, il faudrait que les salariés soient représentés dans les conseils d'administration de manière beaucoup plus massive. Encore une fois, quand vous comparez le système capitaliste allemand au système capitaliste français, vous avez plus de représentants des salariés, ils ont plus de pouvoir dans les conseils d'administration en Allemagne qu'en France. Ça mène à des décisions de gestion qui sont très différentes. Parce que quand vous avez
des conseils d'administration qui sont complètement coupés de la base salariale des gens qui travaillent dans l'entreprise, vous avez des décisions notamment de délocalisation, notamment de salaires bas, qui sont complètement désincarnées et qui ne sont pas du tout les mêmes des décisions qui sont prises par un conseil d'administration où les salariés sont représentés. Parce que les salariés, eux, ils travaillent aussi pour l'avenir de leur entreprise. Et il faut aussi leur faire confiance. C'est ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas assez confiance aux salariés dans les entreprises pour prendre les bonnes décisions. Donc ça peut progresser. Je ne dis pas que la France, effectivement, on a fait en sorte que les femmes, elles puissent accéder aujourd'hui à des postes à responsabilité, qu'elles puissent mener leur vie de famille et leur vie professionnelle, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays dans le monde. Donc ça, c'est bien. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'inégalités dans notre pays. Il y a des solutions. Évidemment, refinancer un service public de qualité, l'accès aux soins. Parce que c'est ça aussi, une politique inclusive, c'est que chacun ait accès à un certain niveau de bien-être. Ce n'est pas uniquement savoir si les hommes et les femmes sont traités de la même manière. Parce que même entre les hommes, entre eux, il y a des inégalités. Donc qu'on ait tous accès au même niveau de bien-être, au même niveau d'enseignement, ça c'est ce qui est de l'ordre du service public. Et après, au sein des entreprises, on peut bien évidemment mettre plus de démocratie et donc plus de politique inclusive en faisant aussi confiance aux salariés des entreprises. Je retiens beaucoup d'éléments, Émilie Cariou, on va y revenir quand on va évoluer dans le débat en parlant des solutions et des possibilités qui sont offertes en matière de croissance. Vous avez évoqué notamment la question de l'enseignement supérieur, de la recherche, augmenter au fond le capital éducatif de la force de travail. Vous avez évoqué différents aspects sur la participation aussi des salariés, leur représentation au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'ensemble des agents économiques soient mieux associés à la prise de décision pour faire en sorte qu'elles correspondent au fond plus aux besoins des hommes et des femmes qui font l'économie. Alors, avant de passer à cette phase de solution, on va essayer de se connecter à nouveau avec Saïd Amouche pour qu'il nous présente sa fondation Mosaïque et lui le bilan qu'il fait de l'inclusion en France et de manière plus générale en Europe. Saïd, est-ce que vous êtes avec nous par téléphone ? Oui, absolument. Vous m'entendez cette fois-ci ? On vous entend très très bien. Je suis très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui, Saïd. Écoutez, merci. Merci. Alors, moi, j'ai tout de suite envie de réagir sur la notion de croissance inclusive et par rapport à ce qui a été dit sur le plateau. On a évoqué beaucoup la notion en fait de la croissance qui inclut, avec cette notion de redistribution. J'aimerais aussi moi évoquer la question en fait de la non-croissance qui ne se fait pas. Parce que discrimination. Je vais vous donner deux exemples très précis. La dernière étude de France Stratégie faisait état en fait d'un coût pour la société de 150 milliards, donc plus de 1% de PIB, qui représentait en fait les coûts de discrimination liés à l'âge, notamment à la non-égalité femmes-hommes, et puis la discrimination liée aux personnes vivant dans ces fameux territoires défavorisés ou même issus d'origine culturelle. Donc on a un chiffre qui est quand même éloquent, 150 milliards sur une année, c'est pas rien, et on a fait un travail du côté de Mosaïque RH qui, je le rappelle, en fait, a créé un cabinet de recrutement. Nous avons créé un cabinet de recrutement début 2008 dédié à la diversité. Ce cabinet de recrutement avait comme particularité d'aider et d'accompagner les entreprises à identifier des talents dans leur processus de recrutement vivant sur ces territoires moins favorisés, j'ai envie de dire. Et au fil de l'eau, on s'est rendu compte en fait que notre travail a été très utile et répondait à un vrai besoin. 10 ans après, c'est plus de 10 000 candidats qui ont signé un contrat de travail, et notamment dans des entreprises comme Engie, que je salue aujourd'hui, ou même BNP Paribas. Et on s'est amusé ensuite avec McKinsey à faire une petite analyse de ce que du coût en fait que représentant pour la société chaque candidat qui n'était pas placé. Et on s'est rendu compte que c'était évalué à plus de 11 000 euros. On évaluait en fait deux paramètres. Le premier en fait c'était le coût en fait la consommation de services publics et donc ce qu'on appelle les coûts évités, et puis surtout les revenus générés à partir du moment où une personne, un individu est employé. Eh bien, ça paye des impôts, des cotisations, ça devient un consommateur potentiel. Et donc McKinsey a mis
noir sur blanc en fait un modèle qui nous permet aujourd'hui d'évaluer à 11 000 € chaque candidat junior vivant dans ces quartiers dits difficiles et retrouvant un travail plus rapidement que la moyenne nationale. Donc on voit bien que si on travaille sur l'accélération de l'arrivée sur le marché de ces publics, eh bien mécaniquement on recrée des points de croissance. Et si en plus on est en capacité de repenser nos organisations, nos modèles, de réinterroger les processus de recrutement, de former les managers et de se donner des objectifs en termes d'inclusion de populations dites discriminées, et bien derrière, on a une mécanique naturelle qui génère en fait de la performance économique, de la créativité, de l'innovation et autres. Donc voilà, c'est important aussi de prendre ce repère comme étant en fait une source de performance économique. Voilà, donc si on dit, je vous propose de réagir dans un instant, si on vous dit que la croissance inclusive, enfin, que l'inclusion c'est une source de croissance, que c'est une source de création de richesse et potentiellement de prospérité, vous êtes d'accord avec ce constat? Non seulement on est d'accord, mais en plus de ça, on a pu le démontrer scientifiquement aujourd'hui. C'est très clair. Alors, je crois que Françoise Dolorès, vous vouliez réagir. Oui, je rejoins complètement le propos de Saïd Hamouche pour effectivement, les entreprises ont pris conscience de cela. Elles y vont maintenant. La crise, je le disais tout à l'heure, a permis la prise de recul, que ce soit dans les grandes entreprises, dans les moyennes ou même dans les petites. Peu importe, elles cherchent des talents, elles sont dans la transformation, il y a urgence à rester compétitives. Donc les talents sont vraiment au cœur de la réflexion des dirigeants. Je voulais juste rejoindre ce qui a été dit parce que pour les entreprises, et n'importe la taille, c'est une question de performance avant tout. Et c'est vraiment un avantage concurrentiel, savoir traiter la diversité, pas seulement la diversité des genres, mais toutes sortes de diversités. Et je voudrais juste rassurer Madame la députée que l'Engie n'est pas en train de se démanteler, c'est juste un recentrage d'activités. Et donc, voilà, je voulais juste confirmer que c'est vraiment une question de performance pour les entreprises, parce que c'est à travers cette diversité, et c'est pour ça d'ailleurs que dans ma fonction, ma nouvelle fonction, je ne vais pas juste être responsable de la diversité et de l'inclusion, mais je vais être aussi responsable de l'acquisition des talents. Donc ça, c'est un signe très important, en fait, du groupe. Parce qu'on va veiller sur l'acquisition des talents qui vont venir de cette diversité, mais pas seulement. On va aussi veiller sur l'adaptation de nos politiques RH, de nos process, pour que ça soit vraiment inclusif. Voilà, pour que cette diversité soit vraiment un facteur de richesse pour l'entreprise et pour la société en général. C'est très clair, et puis on y reviendra. Et puis aussi, pour l'aspect droit de réponse sur l'avenir du groupe que vous représentez aujourd'hui. On a une question qui nous vient d'Internet, dont je vais vous faire lecture de la manière la plus exacte possible. Et je pense que c'est une question qui intéressera en particulier Bertrande Bakula de BVA. On a donc une internaute qui nous dit la chose suivante. Alors, beaucoup de questions sont tombées, du coup, il faut que je la retrouve. Est-il possible d'avoir une réelle croissance inclusive Alors, attendez, excusez-moi, voilà. Une croissance inclusive est-elle essentielle pour restaurer la confiance du public dans la capacité des institutions démocratiques et des avancées technologiques à répondre à leurs préoccupations ? Qu'est-ce que vous observez en matière de confiance ? Est-ce que vous avez le sentiment que le public, aujourd'hui, fait confiance aux institutions démocratiques, aux entreprises, pour répondre à ce problème d'inclusivité ? Ou est-ce que les Français estiment qu'ils sont complètement à côté de la plaque ? Alors, je ne risquerai pas une réponse globale aussi binaire, en la matière, aussi binaire. Sûr. Alors après, si on se base un petit peu sur les données d'opinion qui sont aussi au cœur du métier du groupe BVA, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une perte de confiance dans les institutions publiques. Et les institutions publiques ne sont pas forcément les acteurs qui sont les premiers attendus sur ces types de problématiques par les populations, qui ont davantage confiance soit dans le secteur associatif pour agir en la matière, soit dans le secteur économique, en l'occurrence les entreprises. Reste qu'il y a quand même une attente qui est présente à l'égard des pouvoirs publics, parce que
c'est censé être au cœur, tout simplement, de leur fonction, de leur devoir envers l'ensemble des concitoyens. Et ce qu'on constate également, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est que autant les pouvoirs publics, à un niveau très macro, c'est-à-dire par exemple les gouvernements, voilà, ça va être moins des autorités dans lesquelles on va avoir confiance. En revanche, plus on va se rapprocher des territoires, et plus cette confiance, elle va être renforcée. Et aujourd'hui, la figure dans laquelle on a le plus confiance, c'est celle du maire. Et ça pose aussi la question, plus globalement, au-delà de l'inclusion, en tout cas à mon sens, dans l'entreprise, qui est celle aussi au sein de nos territoires. Et on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de collectivités qui s'en emparent. Hier, par exemple, j'étais à Arras, qui est une collectivité qui a pour ambition de devenir une ville inclusive et qui va favoriser en fait le bien-être et le bonheur de ses habitants. Et ça passe aussi par toute une série de mises en œuvre de politiques qui vont au-delà peut-être aussi de la question égalité femmes-hommes et qui vont aussi, par exemple, comprendre l'inclusion d'un certain nombre de personnes avec des handicaps au sein des territoires. Et notamment, il y a des expérimentations qui sont en cours. Je pense à la ville de Vannes qui a réalisé une expérimentation au sein comment on appelle ça, des parcs pour enfants, où en fait ils essayent de construire des parcs, et c'est ce qu'on appelle le design comportemental, et ça me fera ma transition peut-être pour vous parler du nudge, comme vous me demandiez ce que c'était, pour construire des espaces qui vont permettre en fait d'inclure différents types d'enfants, en l'occurrence aussi bien des enfants grands que petits et que moyens, et inclure des enfants en situation de handicap. Et par exemple, repenser un certain nombre, l'agencement de l'espace ou les équipements pour permettre à des enfants en fauteuil roulant d'accéder à une balançoire, de pouvoir faire de la balançoire au même titre que les enfants valides. Donc ça, je pense que c'est tout simplement pour revenir à la question, je pense que les acteurs locaux sont les acteurs dans lesquels les Français ont confiance et qui sont attendus aussi en la matière. C'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair. Et je trouve que si on prend un petit peu de recul et qu'on se pose au fond la question de ce qu'est la croissance, il y a un aspect du débat qu'on n'a pas encore complètement évoqué dans les nouvelles approches qu'on essaye d'évoquer depuis quelques minutes avant de passer à la phase solution. C'est au fond ce que c'est que la croissance. Donc quand on parle de croissance, bien souvent on parle du produit intérieur brut, du PIB. En disant voilà, le PIB, ça nous permet de mesurer ensemble la quantité de richesse qu'on produit chaque année. Et moi je dis souvent aux étudiants, quand on parle de la croissance et qu'ils me parlent du PIB, je dis oui, mais vous ne pouvez pas définir la croissance à partir d'un indicateur. C'est comme si je vous parlais de la température, vous me dites augmenter la température, c'est quand le mercure monte sur le thermomètre. Non, ça ne veut rien dire. La température, c'est une sensation de chaleur, c'est une sensation de froid. C'est quelque chose qui est bien plus complexe que simplement le suivi d'un indicateur. Et aujourd'hui, on se repose beaucoup sur le PIB, qui indique simplement cette quantité de richesse qu'on produit chaque année, indépendamment de questions plus qualitatives liées à la notion de prospérité qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc moi j'ai un peu une double question pour l'ensemble d'entre vous, y compris pour Saïd si vous êtes toujours avec nous. C'est au fond, on se pose la question du PIB, mais est-ce qu'on peut envisager des indicateurs alternatifs au PIB, plus globalement pour les autorités publiques dans le suivi de cette croissance, et ensuite dans les entreprises? Comment est-ce qu'on peut créer les bons reporting, les bons indicateurs, potentiellement les intégrer au plus haut niveau de la gouvernance de l'entreprise pour modifier le comportement de l'entreprise? Peut-être Saïd, parce que je vois que vous êtes prêt potentiellement à nous répondre, et puis ensuite j'ouvre la conversation. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y avait une notion qui a beaucoup été portée par Ashoka en France, c'est la notion d'impact social il y a une quinzaine d'années. Cette notion d'impact social, elle est aujourd'hui au cœur en fait de tout modèle qui vise à proposer des solutions durables au regard des problématiques sociales. Concrètement, si je reprends le sujet en fait des discriminations à l'emploi dans les quartiers populaires, on voit bien qu'il y a d'abord le sujet de est-ce qu'on est en capacité ou non de réduire le temps d'insertion sur le marché de l'emploi. Et puis, mécaniquement, ce temps, si il est réduit, eh bien, il peut se traduire par un effet économique bénéfique. Donc, en fait, ça devient en fait une conséquence d'une situation sociale individuelle de l'individu. C'est-à-dire que c'est d'abord considérer l'individu comme étant un élément à inclure dans la société,
sentiment de bien-être, d'appartenance, réussite par le travail. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut chercher à viser, c'est l'intégration par le travail, et ça répond finalement à une autre dimension qui est aujourd'hui assez évoquée, c'est la question de l'inclusion sociale. Moi, je pense qu'une manière, sur ces questions-là, on n'est pas sur un sujet de coût, on est plutôt sur un sujet en fait de capacité à créer de la richesse. C'est d'abord un sujet économique avant d'être un sujet social. C'est très clair. Merci Saïd Amouche. Vous êtes donc président fondateur de la Fondation Mosaïque. Vous restez avec nous, vous pouvez continuer bien sûr à intervenir tout au long de ce débat. Chiara Corazza, je vois que vous êtes insistante à côté de moi pour prendre la parole, donc allez-y. Oui, parce qu'on peut toujours aider. Pourquoi on ne ferait pas un index du bonheur? Quand on a pensé, je ne suis pas la première à en parler, ça a été dit et redit, puis on ne l'a pas fait. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire, et c'est sur la table de ce qu'on propose justement à la présidence et aux leaders du G20, c'est dans les indicateurs, dans tous les indicateurs d'attractivité, de ranking, etc., de mettre des indicateurs de, comme il y a les SDG, les Social Responsible, ajouter de façon vraiment systématique tout ce qui est gender parity, towards the zero gender gap, vers un zéro gender gap. Ça veut dire que dans tous les indicateurs du World Economic Forum, de l'OCDE, de l'attractivité d'une ville ou quand elle est en compétition avec une autre, on tient compte aussi de ce facteur de combien il y a d'appétence pour une parité des genres. Je vous signale que des grands fonds souverains comme le fonds norvégien, par exemple, commencent à investir quand ils flèchent leurs investissements et quand ils screenent les entreprises. On le fait beaucoup, par exemple, à la BNP. Quand on analyse les entreprises comme elles sont sur le marché, on vérifie qu'ils répondent à toute une série de critères sociaux. Eh bien, il faudrait que les critères de parité des genres deviennent systématiques, obligatoires, et qu'il y ait une transparence de publication à la fin de l'année, que toutes les entreprises à la fin de l'année, un peu comme l'index Pénicaud, mais de façon généralisée, disent non seulement combien de femmes on a, mais, une fois de plus, égalité de salaire, promotion égale, etc. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est une volonté politique qui peut après va être suivie. Et ça permettrait d'abord de voir qui sont les bons et les mauvais élèves, parce qu'il y aura un ranking. Et la même chose pour les universités. Les universités les plus ouvertes à attirer des talents féminins, chaque année, on mesure le progrès et on dit, ben voilà, très bien. Pourquoi, moi, ma taxe professionnelle, je ne mettrai pas en priorité là où j'ai envie de recruter des talents féminins, etc. etc. Donc, voir, parce qu'une fois que c'est visible, on peut mesurer mieux. Et ça, je crois que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et ça commence à rentrer dans l'esprit des économistes, mais aussi de tous ceux qui font tous ces grands classements internationaux. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand vous avez parlé d'attirer les talents, et c'est très lié aux indicateurs, à la transparence, il y a quelque chose qui est le vrai problème. Ce n'est pas tellement d'attirer seulement les talents féminins dans les entreprises, c'est de les retenir. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Surtout quand on vient à la diversité, et surtout quand on vient des milieux moins favorisés, on ne peut pas se permettre d'avoir une babysitter à la maison, on ne peut pas se permettre une crèche, et donc, on arrête de travailler parce que ça vous coûte plus cher que travailler. Je ne parle pas que de la France, je parle de le monde entier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie sa vie professionnelle au détriment ou parce que ce n'est pas au détriment. Je vous donne un chiffre, alors vous ne m'en voudrez pas. Je vais donner des chiffres qui viennent d'un concurrent, non moins ami, qui est Ipsos. Nous faisons un baromètre dans les pays du G7 et dans les pays du G20 avec Ipsos, dont on mesure comment est perçue l'égalité des genres dans le pays. Et moi, il y a un data qui est lié à ça qui me fait froid dans le dos. Dans les pays du G7, 62% de la richesse mondiale, 53 personnes, femmes et hommes sur 100, considèrent qu'il est impossible de faire une carrière, être une bonne mère. Je ne vous dis pas les chiffres au Japon et en Allemagne. Je ne vous les dis pas. Mais même en France, il est impossible d'être une bonne mère. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse avoir après une progression dans les entreprises si les femmes n'y restaient pas? Parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, il faut leur donner ces choix, et ça fait partie des indicateurs, parce que les entreprises, pour les garder, mettront en place des congés paternité, et changeront les stéréotypes qui font qu'une femme est toujours celle qui se sent coupable et ne s'occupe pas des enfants, etc., etc. Et donc, créera tout cet environnement indispensable pour que les femmes restent travailler si elles en ont envie. Si elles en ont envie, qu'elles aient le choix
s'ils veulent ou pas rester dans l'entreprise. Et donc ça, je pense que c'est très lié aux indicateurs et c'est extrêmement important. C'est très clair. Je me tourne du côté des entreprises. Est-ce que vous, dans vos structures respectives, vous avez envisagé la création d'indicateurs, de tableaux de bord en matière d'égalité femmes-hommes, de diversité, aussi d'écart salarial au sein de l'entreprise, d'efficacité des promotions internes? Bref, je pense qu'on peut inventer de nombreux indicateurs. Quelle est la perception chez Engie, par exemple? C'était la première chose que nous avons fait. D'accord. Bon, écoutez, c'est une bonne question. Justement, La loi a aidé quand même. L'index Pénico a aidé quand même, parce que ça a donné exactement, ça a donné un coup de... Une impulsion. Non, mais je parle du tableau de bord. Les tableaux de bord, c'était la première chose que nous avons créée avec nos indicateurs internes pour pouvoir mesurer l'évolution. Parce que c'est tout le monde le sait, c'est qu'on ne mesure pas, n'évolue pas. Et donc, quand on a commencé les programmes 50-50, qui ne s'appelaient même pas 50-50, la personne qui m'a confié ces projets, c'était justement l'ancienne CEO du groupe, Isabelle Cocher. Elle m'a demandé, il faut traiter ce sujet comme un sujet du business. Et ça, je n'ai jamais oublié. Et en sujet du business, on mesure. Donc, les indicateurs, ça va être propre à chaque environnement. Et comme nous sommes dans des environnements différents dans le monde entier, et ce ne sont pas les mêmes indicateurs partout. Mais il y a certains qui sont importants, par exemple les recrutements. Donc, il y a une chose que nous voulons mettre en place, c'est des targets de recrutement. On peut appeler ça des quotas ou pas, mais nous allons établir des targets de recrutement parce que nous avons créé les fondations pour faire la transformation culturelle à travers l'éducation, la sensibilisation. Mais cela ne suffit pas. Donc, il faut vraiment que les managers, que les leaders qui aujourd'hui peuvent faire cette transformation puissent avoir des indicateurs clairs et soient évalués eux-mêmes par leur performance, soient évalués aussi à travers ces indicateurs. Donc, nous, chez Engie, nous sommes prêts à commencer ces mouvements-là. Ça ne va pas être facile. Je pense que la loi va venir pour nous aider bientôt, mais c'est un mouvement qui doit être volontaire. Si on ne fait pas ça volontairement, ça ne va pas se passer naturellement. Okay. Alors, je rebondis parce que il y a le rapport de performance extra-financière qui permet justement aux entreprises de se caler sur des indicateurs de leur secteur d'activité. Et ce rapport permet vraiment de faire évoluer l'économie dans sa globalité. Ce sont des rapports qui ne sont pas obligatoires pour toutes les entreprises, mais en tout cas, le mouvement est là et les indicateurs aussi, ils sont à compléter, bien sûr, mais voilà, c'est là. Je voudrais aborder un point, c'est les seniors. On parle beaucoup des jeunes, et là on a un auditoire de jeunes gens qui vont bientôt rentrer sur le marché du travail. C'est évidemment pas facile d'obtenir un stage, ça se passe beaucoup avec des CDD et c'est compliqué d'avoir un CDI. Beaucoup prennent leur destin en main en devenant des entrepreneurs, ce qui réduit les viviers des grandes entreprises comme Engie et bien d'autres, qui ont des viviers qui s'amenuisent. Donc voilà, les entreprises doivent aussi être attractives, travailler vraiment ce point-là. Et pour les seniors, dans les grandes entreprises, on est senior à 45-50 ans, alors que la durée et le parcours professionnel, voilà, on a une retraite autour de 62-65 ans. Donc à 50 ans, on a encore 10 ou 15 ans à travailler. Et souvent, ce sont des personnes qui ont des carrières formidables et qui sont un petit peu en déshérence, qui sont en recherche. Je pense que là, il y a vraiment aussi à prendre en compte, vous en parliez toutes et tous, des indicateurs pour intégrer ces talents-là. Moi, au sein de Grand Alexander, on en rencontre. Vraiment, je peux dire, waouh, des parcours étonnants, de l'agilité professionnelle, de l'engagement.
beaucoup. Et ces personnes-là, il faut vraiment les rentrer dans les indicateurs, hommes, femmes, d'origine et de parcours divers. Ils sont là, intégrons-les, soyons inclusifs pour vraiment avoir au cœur de notre réflexion la valeur et puis dégager de la confiance. Vous disiez tout à l'heure que la table précédente, c'était la confiance. Et là, on reboucle facilement sur ce sujet-là. La confiance, elle doit être au cœur aussi de la réflexion de nous tous en tant que collaborateurs et citoyens engagés, et aussi, bien sûr, des dirigeants. C'est très clair, effectivement, la confiance qui joue un rôle clé en économie dans tous ces aspects. Alors, on parle donc de ces reportings, de ces indicateurs, de cette nouvelle performance extra-financière que vous avez évoquée. Et en même temps, la dynamique des économies depuis les années 1980, pour le dire à gros traits, c'est précisément cette financiarisation et cette recherche de la performance financière. Et donc ça n'a pas manqué, en fait, à force que nous parlions ici d'indicateurs alternatifs, de recherche de diversité, d'autres choses. Une des questions, moi, qu'on me pose, c'est les investisseurs doivent-ils craindre des performances plus faibles s'ils privilégient la croissance inclusive ? Autrement dit, si les entreprises se mettent à chercher d'autres choses que la maximisation de leurs performances financières, est-ce que ça veut dire que les investisseurs aujourd'hui ou demain vont se diriger vers l'Asie, vers l'Amérique latine, vers l'Afrique, vers des territoires moins soucieux de la croissance inclusive, moins soucieux du bien-être de leur population? Alors je vois que ça fait non de la tête autour de moi avec force et vigueur. Les jeunes votent avec leurs pockets. Les jeunes votent avec leur portefeuille. Ils choisissent au contraire les entreprises. Ils investissent là où ils croient dans les valeurs, où ils croient dans l'ambition aussi sociale, humaine et inclusive des entreprises. Ils font extrêmement attention. Ils ne vont plus acheter des chaussures qui ont été faites par des enfants du Pakistan. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. C'est-à-dire que les entreprises doivent faire très attention pour une raison de business. Parce que l'argent va là où il y a la conviction des jeunes qui ont envie d'investir. Et une fois de plus, il y a beaucoup d'argent et c'est vraiment un des critères qui est devenu essentiel, y compris, je le répète, les grands fonds souverains qui font extrêmement attention à donner de la guidance là où on est inclusif. Et donc, je pense que là, on a une longueur d'avance, les entreprises européennes ou celles qui sont plus inclusives, parce qu'une fois de plus, ça va devenir vraiment, c'est déjà en train d'être un critère extrêmement important pour des grands groupes financiers, industriels ou de services. Donc la force des consommateurs pour changer les comportements. Absolument. Et je vous rappelle que dans le premier sondage, 76% des gens interrogés disent que la parité des genres est un critère de l'image et de la renommée d'une entreprise. Donc, ils font attention à ça aussi. Et je peux confirmer que les investisseurs, ils ont une très grande vigilance sur les entreprises parce qu'ils ont compris vraiment que c'est une question de performance. Et moi, tous les jours, je vous dis, la diversité et l'inclusion n'a jamais été aussi proche du département des relations investisseurs parce que nous sommes très demandés sur ces sujets-là. Donc les investisseurs, au contraire, je pense qu'il ne faut pas penser qu'ils vont investir ailleurs. Ils seront vraiment très partants pour des entreprises qui investissent dans la croissance inclusive. Bon, alors vous le voyez, de nombreuses questions nous sont posées par Internet, donc vraiment je m'adresse à vous. N'hésitez pas à poser de nombreuses questions, nous on les prendra toutes avec plaisir. Alors on a parlé de l'outil des indicateurs pour changer le comportement des entreprises. Il y a un autre outil qui est important, c'est l'outil fiscal. Et donc je me tourne vers Émilie Cariou, qui est notre spécialiste du plateau. Est-ce que précisément la justice fiscale permet de résoudre ce problème des inégalités? Alors en tous les cas, c'est un des outils. Ça, c'est sûr, c'est un des outils. Moi, je pense qu'au niveau des politiques publiques, parce que là, on a raisonné au niveau des entreprises, au niveau des politiques publiques, les nouveaux indicateurs de croissance devraient être de regarder comment se fait la croissance. C'est-à-dire que quand on calcule le PIB d'un État, c'est bien. Mais quand on va regarder à l'intérieur d'un État si la croissance elle est partagée, si elle est harmonieuse sur tout un territoire, c'est mieux. Il ne faut pas qu'il y ait des territoires déshérités, y compris au sein de notre République. Et on le voit, si vous voulez, ces 20 dernières années, on a eu une très forte métropolisation de la France, c'est-à-dire qu'on a beaucoup misé sur le développement des grosses métropoles régionales, alors Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, etc. Et puis on a créé des zones un peu de vide, parce que ces grandes métropoles, elles ont agi comme un siphon.
Donc aujourd'hui, il y a un espèce de mouvement de retour vers ces villes moyennes. Je trouve que c'est très bien. Avoir un développement plus équilibré dans notre pays, c'est intéressant. Et les indicateurs qu'on pourrait utiliser pour voir ça, c'est est-ce que tout le monde a accès aux soins? Est-ce que tout le monde a accès à l'emploi? Est-ce que tout le monde a accès à l'enseignement? Quelle est l'espérance de vie? Est-ce que l'espérance de vie est la même entre les employés, les ouvriers, les cadres? Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Ça n'est pas du tout le cas. Donc tout ça, ce sont des critères à prendre en compte pour mesurer la croissance d'un pays au-delà du simple PIB. Alors la fiscalité, c'est un des outils de redistribution, ça c'est sûr. Aujourd'hui, moi je pense qu'on peut réorienter un certain nombre de choses. Il y a deux choses qui, je pense, qui sont quand même problématiques en ce moment. C'est d'une part que certains acteurs économiques ne paient pas le bon niveau de fiscalité. Et ça, c'est des sujets qui sont notamment travaillés dans le cadre de l'OCDE. Vous savez, notamment l'impôt mondial là, qu'on a fortement poussé avec notamment la proposition américaine, mais qui en fait était dans les tuyaux. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille avec l'OCDE sur ces sujets de répartition de l'assiette fiscale mondiale. Ça, c'est un sujet pour nous, les pays d'Europe, parce que nos groupes ont mis en place des dispositifs d'optimisation fiscale pour ne plus payer d'impôts dans les pays où sont consommés les biens de consommation, donc où est créée la valeur, ce qui pose un problème, mais ça pose aussi des problèmes de répartition de la richesse entre les États, avec un certain nombre d'États chez qui on fait la production, pour le coup, mais qui n'ont pas non plus forcément accès aux richesses produites. Donc les travaux de l'OCDE sur la répartition des bases fiscales mondiales, ils sont très importants pour justement créer cette croissance plus inclusive au niveau mondial. Après, au niveau franco-français, bien évidemment qu'on peut faire plus de justice fiscale. Aujourd'hui, je pense qu'on peut demander un effort à un certain nombre de contribuables, personnes physiques ou entreprises, notamment sur les produits financiers, notamment sur les produits de cette fameuse financiarisation. On a eu au début de ce quinquennat d'Emmanuel Macron un certain nombre de baisses de fiscalité sur le capital, sur le patrimoine, sur les dividendes, sur les plus-values, etc. Alors c'était un moment où l'Europe était encore en pleine croissance. Depuis, on a eu cette crise sanitaire qui a creusé des inégalités. On est revenu au taux de chômage qu'on avait avant, enfin au tout début de quinquennat. Et puis on a des entreprises. Alors encore une fois, certaines entreprises s'en sont très bien tirées et d'autres pas du tout. Moi, je pense qu'on est à un moment où on peut rééquilibrer un peu, notamment la fiscalité sur les produits du capital. Voilà, je pense que ce serait une bonne idée et ça fait partie, encore une fois, des outils. Et après, on a ce sujet. Alors, je sors justement des discussions là de loi de finances et tout à l'heure, on discutait justement du financement des collectivités locales. Alors, vous l'avez dit, les collectivités locales, elles ont un rôle très important, notamment dans l'urbanisme, etc. Et on le voit, les maires ont ce souci de développement de plus en plus inclusif. Alors sur le handicap, on est loin encore d'avoir ce qu'il faut en France, hein, hélas, mais ça coûte de l'argent d'équiper nos villes et nos villages de manière plus inclusive vis-à-vis du handicap, mais je pense qu'il faut le faire, parce que là, on a une catégorie de la population qui aujourd'hui ne peut pas se promener dans la rue, ne peut pas prendre les transports en commun, ne peut pas accéder aux espaces de loisirs ou de culture, voire même à la justice. Par exemple, moi, le palais de justice, chez moi, dans ma circonscription, on ne peut pas accéder à la salle d'audience. Puisqu'il y a juste un escalier, il date sûrement des années 50. Donc, si vous voulez, ça nécessite des investissements. Donc, la fiscalité, elle est là pour flécher de l'argent, récupérer des recettes, et après flécher l'argent public pour que ce développement il soit fait de manière harmonieuse en France. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on a des endroits de France qui n'ont pas accès à la fiscalité professionnelle, parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Donc, elles n'ont pas les ressources pour développer elles toutes seules. Donc, c'est ce qu'on appelle les politiques de péréquation. La péréquation, ça fait partie des politiques inclusives. C'est-à-dire comment je partage le gâteau fiscal français pour que tout le monde en bénéficie. Je vous donne un exemple. Au sein de l'Île-de-France, la péréquation, elle n'est pas encore optimale. On a les travailleurs à l'Est, on a les sièges d'entreprise à l'Ouest. Je suis désolée, mais allez voir ce qui se passe au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui doit payer le RSA, qui explose depuis la crise du Covid. C'est ça la réalité de la France. Hein. Ce n'est pas uniquement le bonheur des grandes entreprises. Le RSA a explosé en Seine-Saint-Denis plus 10% à cause du Covid. Donc les richesses, elles sont créées dans les Hauts-de-Seine. Les travailleurs, ils sont de l'autre côté. À un moment donné, il faut beaucoup plus de péréquation pour que chacun ait accès à la croissance que crée
cette force de travail au sein des entreprises, grandes, petites ou moyennes. Donc ça peut se faire. C'est aussi le rôle de l'État. C'est-à-dire que chacun doit jouer son rôle. Bien évidemment, les collectivités locales, elles ont un rôle. D'ailleurs, les élus locaux, ils sont très actifs, très imaginatifs pour améliorer le cadre de vie de leurs administrés. Les entreprises, elles ont un effort à faire, encore une fois, pour mieux prendre en considération les besoins des salariés, parce que c'est un facteur de développement aussi des territoires. Et puis, au-dessus de tout ça, on a l'État qui, lui, peut réorienter des grosses masses. Et c'est pour ça que l'État a son rôle aussi à jouer dans le développement de tous les territoires. Et pour pas qu'on ait, par exemple, je donne un exemple, moi, dans mon département, le revenu médian, vous savez, le revenu médian, c'est différent du revenu moyen. C'est-à-dire que vous avez autant de gens qui gagnent plus que gagnent moins. Chez moi, en France, il est à 1 700 €. Chez moi, il est à 1 600 €. J'ai 100 € d'écart sur le revenu médian. Vous voyez que là, vous avez un département qui s'est paupérisé. Donc, il y a des écarts de développement du territoire. Et là, l'État, il a son rôle de péréquation et son rôle d'équilibre. Et c'est ça aussi, mener une politique inclusive. J'ai tout de suite envie de vous poser une deuxième question avant d'enchaîner sur les autres solutions qui permettront une croissance plus inclusive, que ce soit le nudge, l'éducation, voilà, ça fait partie des sujets qu'on va évoquer. Il y a deux versions de la même histoire sur le plateau. Il y a d'un côté celles et ceux qui disent que les entreprises sont souvent en avance sur l'État dans la mise en œuvre de nouvelles règles, de nouveaux dispositifs. Et puis il y a une autre position qui consiste à dire que c'est beaucoup parce que l'État, par la loi, a créé des normes que les comportements se sont modifiés. Et un aspect majeur pour l'État pour agir, c'est évidemment de conditionner des aides, des subventions à l'atteinte de certains indicateurs. Est-ce que pour vous, Émilie Cariou, ce serait une bonne dynamique ? Alors, c'est ce qu'on appelle notamment la conditionnalité des aides publiques. Alors ça, c'est un sujet très important et qui a notamment eu encore plus d'importance au moment du plan de relance. Là, on a donc des mesures d'urgence et du plan de relance parce qu'on a déversé des centaines de milliards d'euros sur les entreprises. Si on prend les prêts garantis d'État, ce sont des centaines de milliards d'euros. Or, moi, je considère qu'on a accordé... Alors, dans les aides d'urgence, il était normal d'accorder le chômage partiel, le fonds de solidarité, etc., pour ne pas perdre des emplois, que tout le monde se retrouve au chômage. Donc, très bien. En revanche, dans le plan de relance, je pense qu'on aurait dû donner un certain nombre de conditionnalités aux aides publiques. Conditionnalités en termes de parité, conditionnalités en termes de transition écologique, conditionnalités en termes de maintien de l'emploi ou de politique salariale dynamique. Si vous voulez, il y a le niveau du SMIC, certes, c'est une chose. Le niveau du SMIC français, il n'est pas catastrophique quand on regarde ce qui se passe en Europe. En revanche, avoir des politiques salariales dynamiques, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours dans l'entreprise, vous n'avez pas les mêmes compétences qu'au bout de 2 ans. Et l'expérience, ça doit se rémunérer. Aujourd'hui, ça n'est plus assez rémunéré. Alors, les grandes entreprises, encore une fois, ce n'est qu'un prisme. Mais sachez que les grandes entreprises, elles font aussi appel à des prestataires. Et de plus en plus, d'ailleurs, on externalise un certain nombre de services. Et par exemple, les grandes entreprises, le rôle qu'elles ont, c'est que dans leur cahier des charges vis-à-vis de leurs prestataires, c'est d'avoir un certain nombre d'exigences en termes de politique salariale, en termes de parité, etc. etc. Donc l'État, lui, ce qu'il aurait pu avoir sur les aides, notamment les subventions directes, on a fait des subventions de plusieurs milliards d'euros à certaines entreprises. Je ne les critique pas. Il est normal de soutenir son industrie automobile, aéronautique, etc. Surtout à un moment donné où on est en crise économique, où tout le pays est fermé. En revanche, on pouvait en profiter pour induire encore plus ce tournant écologique, ce tournant égalitaire homme-femme, mais l'État a refusé de le faire. Et une des mesures vraiment que moi je trouve un peu scandaleuse, c'est qu'on a payé le chômage partiel. C'est-à-dire que l'État a payé les salaires du privé. Vous vous rendez compte quand même que l'État a pris en charge les salaires du privé. Et que ça s'est fait sans contrepartie, et notamment sans contrepartie sur l'utilisation des bénéfices. Or, moi, il me semble qu'on aurait pu dire, OK, on va laisser se dérouler cette année 2020. En 2021, on regardera qui a fait des bénéfices, qui n'en a pas fait. Celui qui a fait des bénéfices, il aurait très bien pu rembourser l'État sur une partie des salaires qui avaient été payés par l'État à sa place. Ça ne s'est pas fait du tout. Alors, on peut dire oui, mais gardons les ressources pour réinvestir dans l'entreprise, soit dans la politique salariale dynamique, soit dans l'outil productif. Or, ce qu'on constate, c'est que les entreprises du CAC 40, elles ont augmenté les distributions de dividendes. Donc ça, c'est pas très satisfaisant, si vous voulez. On avait un ministre de l'économie qui disait, mais non, il n'y aura pas de distribution de dividendes suite à cette crise, parce que l'État a fortement aidé ces entreprises et qu'elles doivent réinvestir dans leur outil productif. Ce n'est pas ce qui s'est vérifié. En fait, quand l'État ne met pas de garde-fou, et c'est là un peu la réponse à votre question, c'est que oui, il y a des entreprises qui font bien les choses, il y a des entreprises qui sont très innovantes
dans leur politique inclusive. Mais malgré tout, l'État est le grand gardien de tout ça. Et c'est lui qui doit aussi, à un moment donné, donner un certain nombre de normes. Vous l'avez dit, la loi Pénicaud, elle vous aide parce que ça donne un certain nombre d'indicateurs. Moi, je pense qu'il aurait fallu inscrire dans la loi à ce moment-là que les entreprises qui avaient touché des aides publiques ne devaient pas distribuer de dividendes, mais devaient réinvestir dans l'entreprise ou dans la politique salariale ou dans l'embauche. Ça ne s'est pas fait. C'est très clair sur ce point. Moi, j'ai envie de continuer maintenant qu'on a parlé de l'État et des grandes masses, de s'intéresser au fond aux agents économiques, aux hommes et femmes qui font les entreprises, qui font la vie économique du pays. Et je trouve que c'est un peu là que le nudge peut rentrer en jeu. Vous étudiez, si je comprends bien, la manière dont on peut modifier les comportements des hommes et des femmes avec des incitations simples. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce point ? Alors oui, c'est ça, c'est aussi l'idée en premier lieu de comprendre en fait l'ensemble des biais qui vont nous impacter, qui vont faire que malgré nos bonnes intentions, le passage à l'action est difficile. Et j'ai entendu par exemple que la sensibilisation n'était pas forcément suffisante, j'ai entendu le fait qu'il y avait des déterminismes ou encore des stéréotypes. Et ça par exemple, les stéréotypes ou les associations implicites, ce sont des biais cognitifs qu'on a tous et qui font que malgré notre bonne volonté, on ne met pas toujours en œuvre des pratiques inclusives. Pour juste un petit exemple que j'aime bien, qui est plutôt sur l'aspect égalité femmes-hommes, sur le poids des stéréotypes, même parmi les jeunes générations. Il y a un professeur à l'université de Columbia, Frank Flynn, qui en fait a fait une expérimentation auprès de ses étudiants où il leur présente le CV de Heidi Rosen, qui est une femme entrepreneur de la Silicon Valley. Et il leur présente sans dire qu'il s'agit de cette personne. Et il leur dit, voilà, cette personne a monté son entreprise dans la Silicon Valley, a été membre du board d'Apple et ami avec Bill Gates, etc. Il demande spontanément aux étudiants s'ils pensent que c'est un homme ou une femme. Alors évidemment, hein, vous me voyez venir, il y a très grande majorité qui pense que c'est spontanément un homme. Et ensuite, il leur présente deux CV, qui est exactement le même CV, mais l'un s'appelle Howard Rosen et l'autre s'appelle Heidi Rosen. Et leur demande s'ils seraient prêts à embaucher cette personne. Et quand il s'agit de Howard Rosen, les étudiants répondent oui. Son CV montre que c'est un battant, etc. Alors, en revanche, quand il s'agit de Heidi Rosen, là, c'est plutôt non, parce que pour avoir un tel parcours, elle est forcément égoïste et autoritaire. Donc, on en est encore là de nos jours. Et en plus, on parle d'étudiants d'une des meilleures universités des États-Unis, de Columbia, et qui ont entre 18 et 23 ans. Donc, c'est pour vous montrer le poids des stéréotypes qu'on a intégrés. Et donc, nous, les sciences comportementales, on va travailler à ça. D'abord, de comprendre quels sont les biais qui nous impactent, et ensuite, effectivement, de dessiner en fait des environnements qui vont permettre en fait de remettre en phase l'intention et l'action et justement de faire baisser cet ensemble de biais. Et par exemple, des choses très simples peuvent être mises en place, parce que ça se traduit, ce qu'on appelle nudge, c'est littéralement un mot qui veut dire coup de pouce. Comment on va en fait designer des architectures de choix qui vont amener les gens d'eux-mêmes à changer leur comportement. Typiquement, Université du Michigan, on en parlait tout à l'heure de cette question aussi de la formation qui est extrêmement importante. Voilà, ce qui est constaté, c'est qu'il y a très peu de femmes qui s'inscrivent dans des cursus technologiques. Et en fait, au moment de l'orientation, on demande aux candidats, aux jeunes étudiants de venir dans une salle et qu'il se trouve que cette salle est extrêmement typée. En fait, il y a énormément, par exemple, de posters, de choses qui ont trait à l'univers de science-fiction, de Star Trek, et qui sont plutôt très masculines. Et il y a seulement 13% des étudiantes qui, du coup, s'orientent vers un parcours technologique. Et en fait, il a suffi de faire une chose très simple, c'est-à-dire de neutraliser l'environnement de la salle, c'est-à-dire d'enlever en fait tout élément qui pouvait renvoyer à un certain imaginaire ou à un certain type de public. Et en fait, avec un environnement neutre, on passe à 35% des étudiantes qui s'inscrivent dans un cursus technologique. Et c'est typiquement ça le nudge. Ça va être vraiment de trouver des solutions qui sont très simples, mais qui sont basées sur la compréhension d'un certain nombre de biais qui nous affectent tous. C'est très clair. Et si vous étiez là avec nous ce matin, vous vous rappelez que, on a parlé de l'informatique, de la tech, que historiquement, dans la première moitié du XXe siècle, la tech et les métiers des technologies de l'information étaient majoritairement occupés par des femmes. Et c'est avec leur développement que peu à peu le secteur s'est masculinisé. Donc ça fait quand même réfléchir. Mais je sens que Chiara Corazza… Moi, je voulais rebondir sur les biais, parce que franchement,
je pense qu'il faut vraiment que tout le monde soit conscient de comment on est en train de construire un monde dangereux. Parce que c'est vrai qu'il y a ces problèmes, effectivement, des CV. Vous savez que maintenant, l'intelligence artificielle domine tout, décide tout. Donc, quand vous recevez des CV, c'est l'intelligence artificielle qui screen. Et l'intelligence artificielle est faite par 22% de femmes dans le monde, et le reste, c'est des ingénieurs blancs, tous hyper bien, vraiment intentionnés, qui ont tous envie de faire très bien, mais qui ne peuvent que reproduire ce qu'ils connaissent. Avec des résultats qui sont, par exemple, pour revenir à la Silicon Valley, vous savez que c'est quelque chose dont on a énormément parlé, mais ça reste quand même inquiétant. Vous avez la reconnaissance faciale qui est fiable à 99% pour les hommes et à 35% pour les femmes de couleur. Voilà, simple. Une femme terroriste de couleur, elle passe à travers les mailles. Autre chose, toujours très inquiétante, c'est qu'effectivement, je ne sais pas combien de vous reçoivent de publicité chez vous, mais je ne sais pas pourquoi les femmes reçoivent jamais la proposition de poste de travail pour entrer dans un poste important sur la cybersécurité ou pour l'intelligence, je ne sais pas pourquoi, pour l'intelligence de la CIA, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, ils sont fléchés. Par contre, on lui propose des voyages, les cours de cuisine, etc. Donc, ces algorithmes, je caricature à peine, hein, c'est exactement ça. Ce qui fait qu'effectivement, nous avons 13% de femmes en tout dans la cybersécurité, et vous savez, tout ce qui va avec. Et je voulais revenir avec votre histoire qui me plaît beaucoup. Vous savez que, par exemple, en France, il y a l'école 42 qui fait beaucoup pour apprendre à coder aux filles. Nous, c'est un de nos grands combats, donner envie On travaille avec eux aussi. Voilà, de donner coder aux filles. Le problème, c'est qu'ils n'y vont pas, les filles, parce qu'ils ont peur que les garçons qui sont majoritaires vont leur dire « mais toi, tu n'es pas assez bonne, tu n'as pas fait ça ». Vous savez, pendant le lockdown, eh ben, les filles se sont inscrites par Internet, eh ben, il y en avait 58%. Parce qu'ils avaient plus peur d'être seuls et problème de confiance, on irait bien. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus, parce que si on n'a pas plus de filles dans les techs, on finira que ces biais se reproduisent. Et je voudrais finir avec un chiffre, c'est que, toujours dans notre sondage, 4 personnes sur 10, hommes et femmes, considèrent que le cerveau des femmes est différent de celui des hommes et que les femmes sont douées pour la littérature, pour l'art, et que les hommes, par contre, pour les sciences. Donc, c'est normal que 32% des filles, on leur dise « fais pas ça, c'est pas pour toi ». Donc, si on ne change pas ces stéréotypes-là, on va nulle part. Alors justement, vous évoquiez l'école 42 et la possibilité de créer le fait de la main-d'œuvre qualifiée partout, avec tous les talents possibles. Donc j'ai un peu envie de me tourner vers Françoise de Relez et de parler pendant les quelques minutes qui nous restent d'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour fournir en fait, à notre tissu industriel, commercial, à l'ensemble des services que nous produisons ensemble, la main-d'œuvre qualifiée dont nous avons besoin. Et donc voilà, je me demandais quel était votre point de vue. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, sur les profils que vous voyez passer, que les compétences dont les entreprises ont besoin se retrouvent dans les CV ? Alors oui, elles se retrouvent dans les CV. On va aussi les chercher, hein, on chasse les talents. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup avec le CESI, qui est implanté notamment à Arras et beaucoup en région. Le CESI, c'est une école d'ingénieurs et qui, justement, essaie d'attirer les filles, pas encore suffisamment, pour justement les envoyer et les diriger vers les métiers d'ingénieurs. Il y a aussi toute la formation continue tout au long de la vie. On ne peut pas se contenter d'une formation. Et là, voilà, il y a un bel auditoire. Donc, voilà, je pense qu'on pourrait tout dire ça. Investissez en vous, formez-vous. Vous êtes acteur de votre carrière. Comme l'entreprise a une stratégie et une vision, eh bien, pilotez votre carrière. Nous, c'est ce qu'on fait au sein du réseau Professional Women Network, c'est ce qu'on dit aux femmes. Investissez aussi les réseaux. Parce que pour trouver un job, une opportunité de carrière, eh bien, ça se fait comme ça, dans des réseaux comme le mien, mais aussi dans plein d'autres. Vous allez trouver des personnes formidables qui vont vous aider ou vous ouvrir les yeux, vous proposer beaucoup de choses. Vous allez pouvoir être mentoré facilement.
Là, il y a le réseau 50-50 au niveau de l'entreprise Engie, mais il y en a beaucoup. Mais vraiment... Il y a le Women's Forum au niveau international qui marche hyper bien. C'est un Hyper ascenseur bien. social et des promotions Incroyable, de ministres hein. à d'autres. Donc, on est très content d'avoir découvert beaucoup de talents. Pardon de vous avoir interrompu, oui, mais parce que bien c'est sûr. tellement important que les femmes comprennent que c'est des réseaux de femmes, ça les aide. Ça les c'est aide. hyper important. Et pourquoi ça les aide? Vraiment, je porte à votre attention que pour les femmes de ma génération, on a changé 5, 6, 7 fois de job pendant notre carrière, mais que vous, demain, vous serez à plus de 12 fois dans votre carrière. Vous allez travailler dans une grande entreprise, vous allez être entrepreneur, profession libérale, vous allez faire plein de choses passionnantes. Et comment vous allez pouvoir passer d'un métier à l'autre et vivifier le tissu économique français, hein, parlons pour nous, et être compétitif en France au sein de nos entreprises, eh bien c'est par l'ouverture, c'est par les rencontres, parce que vous allez oser, eh bien changer, vous allez prendre confiance, garçons et filles, hein, je ne m'adresse pas qu'aux filles là, véritablement investissez les réseaux, c'est vraiment un moyen puissant de vous ouvrir. C'est très clair. Et alors vous, Renata Spada, est-ce que vous diriez que chez Engie, vous trouvez dans les profils des ingénieurs, toute la main-d'œuvre française qui vous est fournie par l'école, l'université française, les talents dont vous avez besoin pour vous développer? Non. Non, nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin, en fait. On a parlé des métiers techniques, je voulais aussi parler de la diversité des formations. Parce que dans les entreprises, on n'a pas besoin qu'il y ait des métiers techniques. Donc, ça, c'est quelque chose que peut-être j'ai une vision un peu différente pour être brésilienne et pas française. C'est vrai qu'en France, on valorise beaucoup les ingénieurs, les ingénieuses. Et nous avons besoin d'eux pour pouvoir réussir la transition énergétique et bien d'autres défis que nous avons dans le monde actuel. Mais nous avons aussi besoin d'autres types de formations, les plus généralistes possibles. Donc, je pense que les entreprises doivent s'ouvrir, surtout les entreprises françaises, doivent s'ouvrir aussi à d'autres types de formations pour pouvoir réussir les défis des démons. Voilà. Et là, c'est un autre type de diversité aussi qu'il faut travailler dans les groupes. Ok. Bon, ça pose plus globalement la place du système éducatif dans notre économie, de sa capacité à délivrer des profils. Voilà. Je crois que c'est un débat qui pourrait encore largement continuer. En tout cas, voilà, je pense que pendant l'heure et demie qu'on a passé ensemble, on a pu voir plusieurs dynamiques. La question de l'égalité femmes-hommes qui était très travaillée évidemment, la manière dont les individus se comportent, la manière dont les entreprises peuvent agir, la manière dont l'État, avec les bonnes incitations, peut permettre aux entreprises et à l'ensemble des acteurs économiques de changer. En ce qui nous concerne, on est donc arrivé au terme de ce débat. Je veux en particulier remercier les internautes qui nous ont posé un certain nombre de questions pendant l'heure et demie que nous avons passé ensemble. Cette table ronde conclut cette série de 3 tables rondes qui s'est déclinée tout au long de la journée autour du terme de l'inclusivité. La journée continue pour les rencontres du développement durable. Restez avec nous.